La capitulation du Japon en août 1945 marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce ne fut pas le cas pour tous ces soldats. Des milliers d'entre eux restèrent cachés dans des jungles et des montagnes, convaincus que la lutte continuait. Ce fanatisme, alimenté par une propagande proclamant la résistance jusqu'au dernier homme, reflétait la fierté nationale et le désespoir d'un empire ayant subi des bombardements atomiques dévastateurs à Hiroshima et Nagasaki. L'annonce de l'empereur Hirohito, diffusée le 15 août, reconnaissait la désavantage militaire et avertissait que la poursuite de la guerre signifierait la destruction totale du Japon et peut-être de l'humanité. Après la capitulation du Japon, 575 000 soldats japonais désarmés furent capturés par l'armée soviétique et envoyés dans les champs glacés de la Sibérie et d'autres territoires inhospitaliers. Là, ils durent faire des travaux forcés sous des températures mortelles allant jusqu'à moins 40 degrés, alimentés à peine avec suffisamment de nourriture pour survivre. Dans ce véritable enfer glacé, 55 000 hommes succombèrent, victimes des conditions brutales des goulags. Héros ou vilains, la dure réalité des soldats japonais. La situation des soldats japonais après la fin de la Seconde Guerre mondiale a été marquée par l'incertitude et l'isolement, profondément influencés par la capitulation de leur pays, le 2 septembre 1945, et ses conséquences immédiates. À la mi-année, l'armée impériale n'avait pas réussi à remporter de bataille décisive et une invasion alliée des îles principales semblait inévitable. Malgré cette réalité, les hauts dirigeants militaires étaient divisés sur les conditions de la capitulation. Certains dirigeants cherchaient une reddition qui préserverait l'honneur, tandis que d'autres insistaient pour résister à tout prix. Finalement, après les dévastateurs bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et l'entrée en guerre de l'Union soviétique, le Japon annonça sa capitulation. Le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima fut témoin du lancement de la première bombe atomique, surnommée Little Boy. Avec une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT, l'explosion détruisit environ 70% de la ville, causant la mort de près de 140 000 personnes à la fin de cette année-là. 3 jours plus tard, une deuxième bombe, dénommée Fat Man, explosa sur Nagasaki, laissant un bilan de 74 000 morts à la fin de 1945. Les deux villes furent anéanties et des milliers de survivants, connus sous le nom de Hibakusha, firent face à des blessures graves, des maladies chroniques et les effets dévastateurs de la radiation. Dans tous les cas, pour les soldats de l'archipel, la capitulation fut un coup dévastateur. Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux déployés dans des régions éloignées comme les Philippines, ignoraient que la guerre était terminée ou se méfiaient des informations qu'ils recevaient. La perception sociale des anciens combattants était ambivalente. Alors que certains furent célébrés comme des héros, d'autres furent confrontés au stigma d'être les perdants de la guerre. Cette disparité provoqua un profond sentiment d'isolement et d'aliénation parmi plusieurs d'entre eux. Nombreux furent ceux qui traversèrent des crises d'identité et des troubles psychologiques en essayant de se réintégrer dans une société qui avait radicalement changé. Certains rapportèrent avoir des cauchemars persistants et des souvenirs de leurs expériences, ce qui suggère un trouble de stress post-traumatique. Ils rencontrèrent des difficultés à trouver un travail, une acceptation et un but dans un pays qui luttait aussi pour sa reconstruction et son changement. Dans les années qui ont suivi ces événements guerriers, certains ont tenté d'assimiler leurs expériences et de s'intégrer dans la nouvelle société. Ils ont dû faire face non seulement aux souvenirs les plus lourds, mais aussi à la nouvelle réalité politique. Bien que certains aient réussi à s'adapter et à trouver de nouvelles formes de vie, plusieurs sont restés piégés dans un état d'insécurité émotionnelle et sociale. Le traumatisme du conflit et la dévastation causée par les bombes atomiques ont également affecté profondément le moral de ces soldats. Avant les attaques, la résistance jusqu'à la mort était considérée comme une vertu suprême. Cependant, les explosions de Hiroshima et Nagasaki ont démontré la capacité de destruction d'une nouvelle classe d'armes, érodant la volonté de combattre des soldats. Au fil du temps, les bombes atomiques ont également précipité un changement dans l'idéologie militaire de l'archipel. La doctrine du sacrifice inconditionnel a commencé à être remise en question, en particulier à mesure que les combattants reconnaissaient l'inutilité de résister face à un ennemi disposant de capacités aussi écrasantes. Malgré le soulagement apporté par la fin du conflit,
La capitulation représentait également un moment de résignation et de deuil. Beaucoup se sont sentis abandonnés et trahis par leurs dirigeants, qui avaient promu des idéaux qui semblaient désormais inaccessibles. Les sentiments de culpabilité d'avoir survécu tandis que leurs camarades périssaient, ainsi que l'humiliation de la défaite collective, ont poussé certains à s'isoler de la société. De plus, plusieurs avaient consommé de l'alcool pour faire face au stress et à l'horreur du combat. Cependant, lorsque tout cela a pris fin, cette consommation est devenue problématique. Cela n'a pas non plus aidé leur image sociale. Bien que l'alcool fasse traditionnellement partie de la culture nippone, sa consommation excessive a souvent été perçue comme une faiblesse. Cela a conduit de nombreux anciens soldats à se sentir honteux de demander de l'aide pour leur dépendance. Cette société a également dû faire face au défi de se réconcilier avec son passé militaire. Les vétérans, considérés à la fois comme des victimes et des coupables, ont occupé une place ambiguë dans l'imaginaire collectif. Leurs expériences sont restées, pour la plupart, reléguées au silence, tandis que le pays cherchait à se reconstruire et à regarder vers l'avenir. La fin des hostilités a également eu un impact profond sur les combattants des colonies japonaises, en particulier à Taïwan. Plus de 200 000 Taïwanais ont servi dans les forces armées japonaises, beaucoup d'entre eux sur le front du Pacifique. Ils faisaient partie d'un système complexe qui les considérait à la fois comme des citoyens de l'Empire japonais et comme des membres d'une population colonisée. Avec la capitulation nationale et le transfert ultérieur de Taïwan à la République de Chine, tous se sont retrouvés dans une situation précaire. La réaction immédiate a été un sentiment de confusion et d'incertitude. La plupart des militaires taïwanais avaient développé une forte loyauté envers le Japon, ce qui avait été encouragé par le mouvement Kominka, qui visait à transformer la population taïwanaise en sujets loyaux de l'Empire. Cependant, après la guerre, ils ont dû faire face à la réalité que leur pays était désormais sous le contrôle du Kuomintang, un gouvernement nationaliste souvent perçu comme répressif. Le traitement réservé à ces soldats a été marqué par des sentiments ambivalents. D'une part, le nouveau gouvernement ne les a pas reconnus comme des héros, mais les a souvent vus comme des collaborateurs ayant combattu pour l'ennemi. Cela a provoqué un profond sentiment d'aliénation et de honte. Plusieurs anciens combattants sont restés socialement isolés et ont souffert du stigmate lié à leur ancienne loyauté envers le Japon. Le Kuomintang a instauré un régime de parti unique et appliqué une politique de répression contre quiconque était associé au système politique de l'archipel. D'autre part, il y a eu des tentatives ponctuelles pour aider les vétérans. Certains ont reçu de l'aide d'organisations de vétérans ou du gouvernement national, qui a finalement commencé à verser des compensations aux vétérans taïwanais. Cependant, ces paiements étaient souvent insuffisants et ne furent effectués qu'au fil du temps. Teruo Nakamura en est un exemple clair. Né à Taïwan, il a été affecté sur l'île indonésienne de Morotai en tant qu'officier de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite du Japon, lui, comme tant d'autres, est resté caché dans la jungle, croyant que le conflit n'était pas encore terminé. Ce n'est qu'en 1974, presque 3 décennies plus tard, que les autorités indonésiennes l'ont découvert et l'ont persuadé de revenir à la civilisation. Pendant ce temps, il avait construit une existence simple. Il vivait dans une petite hutte et cultivait un petit champ où il faisait pousser des bananes et d'autres légumes. À son retour à Taïwan, étant considéré comme japonais, on le voyait souvent comme un collaborateur. Cela a provoqué un sentiment d'aliénation et d'isolement, car il se trouvait dans une société qui n'acceptait pas sa loyauté envers ce pays. Son identité était complexe. Il s'identifiait toujours aux autres, mais en réalité, il n'avait jamais vécu là-bas. Nakamura a reçu une petite compensation pour ses années de service dans l'armée japonaise, compensation que beaucoup ont considérée comme insuffisante. De même, il a dû faire face à des pertes personnelles. Pendant son absence, sa femme a donné naissance à un enfant et s'est remariée. Bien qu'il soit finalement revenu avec elle, la relation a été marquée par les années de séparation. Déplacé et oublié, le long parcours de la répatrie. La question de la rapatriation n'était pas moins complexe. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la rapatriation des immigrants et du personnel militaire des pays dévastés par le conflit était un processus complexe qui impliquait plusieurs acteurs internationaux et était marqué par des situations de grande difficulté. Tout au long de ce processus,
Plusieurs conférences et accords ont été organisés pour définir les bases et les conditions de la rapatriation, bien que les restrictions et les problèmes logistiques aient empêché qu'il soit un processus fluide. La création de l'Administration des Nations Unies pour le secours et la réhabilitation en 1943 fut essentielle pour coordonner la rapatriation des déplacés. Cette organisation s'occupait de la distribution de l'aide humanitaire et de la gestion de la logistique pour le retour des déplacés vers leur foyer. Son action était largement supervisée par les forces militaires alliées qui facilitèrent les déplacements et veillaient à la mise en œuvre des décisions prises lors des conférences du contexte. L'UNRWA a joué un rôle central dans le rapatriement de millions de personnes pendant et après le conflit, couvrant aussi bien les civils que les anciens combattants qui étaient restés bloqués dans des territoires étrangers. Ceux qui avaient été déplacés avant le début du conflit, ceux qui avaient travaillé dans les territoires occupés ou ceux qui avaient été contraints de participer aux activités militaires étaient traités dans un processus séparé. En tout, entre 6,5 millions et 12 millions de personnes furent rapatriées durant les années suivant 1945. Cependant, les conditions durant cette période furent difficiles. Quelques-uns des déplacés ne purent pas retourner immédiatement chez eux et durent rester dans des lieux provisoires avant d'être finalement rapatriés. Dans le cas particulier du Japon, sa reddition officielle laissa environ 2 700 000 de ses citoyens, militaires compris, sous garde étrangère. De plus, la distribution géographique des troupes japonaises dans le Pacifique compliqua encore les efforts de rapatriation. Avant la reddition, les militaires nippons étaient stationnés dans de nombreuses îles du Pacifique, comme les Philippines, les îles Marshall, les îles Mariannes et la Nouvelle-Guinée. Ces localisations, choisies pour leur importance stratégique pendant le conflit, devinrent des pièges logistiques après la fin des événements militaires. Beaucoup de soldats restèrent isolés sans ordre clair, ce qui rendait leur localisation et leur retour difficiles. Sur l'île de Morotai, environ 500 soldats japonais défendirent leur position contre une invasion alliée qui commença en septembre 1944. Malgré la supériorité numérique et matérielle des Alliés, les combats continuèrent même après la fin du conflit. D'autres optèrent pour la guerre de guérilla, prolongeant leur résistance au-delà de la fin officielle des hostilités. Sans le savoir, ils se battaient déjà pour eux-mêmes, non pour les ambitions expansionnistes perdues de leur pays. Sur le plan émotionnel et psychologique, les militaires faisaient face à divers états d'âme pendant leur attente pour revenir. Beaucoup d'entre eux vécurent dans un état constant de peur et d'incertitude. Cependant, au milieu de toute cette adversité, une mince lueur d'espoir émergeait. Certains soldats espéraient retrouver leur famille et commencer une nouvelle vie dans un pays en reconstruction. Bien que cet espoir fût mêlé de crainte et d'incertitude, il servait de moteur pour continuer à avancer. Identité en crise, les vétérans et la reconstruction japonaise. Après la capitulation nippone au milieu du conflit, le pays a fait face à une période de reconstruction sous l'occupation américaine. La destruction causée par les bombardements et les combats avait laissé 215 villes en ruine et la population luttait pour survivre, une grande partie étant sans abri et affamée. Les premières étapes de la reconstruction ont inclus le déblaiement des débris et la restauration des infrastructures de base. Le gouvernement japonais a créé l'agence de reconstruction l'année suivant la reddition pour garantir une approche plus coordonnée. Les réseaux d'eau, d'égouts et d'électricité ont été priorisés car essentiels à la vie quotidienne. Dans de nombreuses villes, des refuges temporaires ont été construits pour soulager la grave pénurie de logements. Ce scénario, combiné à la mise en place d'une nouvelle structure politique et sociale, a eu un impact significatif sur les anciens combattants et la société en général. La constitution du pays asiatique a été réformée sous la pression des États-Unis pour inclure un article interdisant la guerre et la formation de forces armées. Le document, en vigueur depuis la mi-1947, stipule ce qui suit dans son 9e article, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre. Le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre comme droit souverain de la nation et à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des différends internationaux. Dans le but de réaliser le souhait exprimé au paragraphe précédent, il ne sera désormais plus maintenu de forces terrestres, maritimes ou aériennes, ni d'autres potentiels militaires. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.
Ce changement a représenté une transformation radicale de l'identité nationale et a marqué le début d'une époque pacifiste. La hiérarchie militaire traditionnelle a été dissoute, obligeant d'innombrables effectifs armés à s'adapter à une nouvelle réalité. De même, l'empereur a été dépouillé de son statut divin, transformant sa figure en un symbole supplémentaire au sein d'un système désormais démocratique. Cette réforme institutionnelle a jeté les bases d'une identité plus pacifiste et orientée vers la reconstruction économique, une identité qui contrastait fortement avec celle qui existait avant 1939. Sur le plan économique, le Japon dépendait d'un soutien massif. L'occupation américaine, sous le commandement du général Douglas MacArthur, a joué un rôle crucial dans la stabilisation de l'économie nationale. Le plan Dodge a mis en place une réforme monétaire pour lutter contre l'hyperinflation et rétablir les bases de la stabilité économique. Cependant, la société de ce pays, désormais concentrée sur la reconstruction et le développement économique, évitait souvent de traiter les sujets liés au passé militaire et aux séquelles émotionnelles des vétérans. Le récit officiel de la défaite laissa plusieurs soldats dans un limbe entre l'oubli et la marginalisation. La discrimination qu'ils subissaient les empêcha d'accéder à des emplois stables ou de s'intégrer pleinement dans la société japonaise. Les bas salaires et les opportunités d'emploi limitées conduisirent certains à la pauvreté. La situation était particulièrement précaire pour les anciens combattants qui ne bénéficiaient pas de soutien familial, amical ou affectif. Les organisations de vétérans, bien qu'existantes, n'avaient pas la capacité de répondre à tous les besoins de cette population. Dans ce contexte, certains choisirent de se lancer dans de petites entreprises, tandis que d'autres se retirèrent simplement de la vie publique, vivant dans l'isolement et portant les séquelles du conflit. Sur le plan économique, la transition vers une économie de marché libérale présenta d'énormes défis. Un autre aspect important de la reconstruction fut la promotion de l'industrie. Le gouvernement américain a aidé à développer des industries stratégiques telles que la mécanique et l'électronique. Les entreprises ont commencé à adapter et améliorer les technologies modernes, ce qui a conduit à la création de produits innovants qui étaient en demande tant au niveau national qu'international. Cela impliqua que les installations de production militaire furent démantelées ou reconverties pour fabriquer des biens de consommation différents. Cela conduisit également au déplacement de milliers de travailleurs et à la formation de ceux qui avaient été des soldats dans de nouveaux métiers. Sur le plan psychologique, pour ceux qui ont survécu au conflit, l'adaptation à une vie civile dans une société qui avait radicalement changé s'avéra être un processus ardu et, dans de nombreux cas, incomplet. La société japonaise, quant à elle, fit face à ses propres défis dans la reconstruction de son identité nationale. La paix imposée par l'occupation américaine mena à une réinterprétation des valeurs traditionnelles, ce qui créa des tensions entre les jeunes générations et celles qui avaient vécu la guerre. La mémoire du conflit fut largement supprimée ou transformée en récit cherchant à minimiser les responsabilités et à souligner la souffrance de la population civile. Cette approche limita la capacité de la société à traiter collectivement les expériences des vétérans. Malgré les difficultés, certains soldats réussirent à s'adapter à la nouvelle réalité. Avec le temps, beaucoup participèrent à des programmes de formation professionnelle ou bénéficièrent des réformes économiques qui ont favorisé la croissance industrielle du Japon. Le miracle économique des années 1950 et 1960 permit à certains vétérans de trouver une stabilité financière, bien que cela ne fût pas la norme pour tous. Les pensions et autres bénéfices leur furent souvent refusés, ce qui alimenta un sentiment de ressentiment envers le gouvernement nippon. Ce n'est qu'en 1987 que fut promulguée une législation qui aborda partiellement ces injustices, bien que certains aient estimé que les mesures prises étaient arrivées trop tard. Honneur et destruction, l'impact du Bushido dans la guerre et la mentalité militaire. Le Bushido, terme composé des mots japonais bushi, guerrier, et do, chemin, se traduirait en espagnol par le chemin du guerrier. Il s'agit d'un système éthique qui met l'accent sur les valeurs qui ont façonné la vie et les actions des samouraïs. Il se compose des éléments suivants. Le ji représente la sincérité et la justice. Le yu est le courage, qui ne signifie pas seulement la bravoure physique, mais aussi la capacité à faire ce qui est juste. Le jin, qui se traduit par humanité, reflète que les samouraïs doivent faire preuve de compassion,
même envers leurs ennemis vaincus. Le rei est la courtoisie, conceptualisée comme un signe de respect envers les autres. Le makoto, ou vérité, suggère que le mensonge est un signe évident de faiblesse. Le meiyo traduit le sens de l'honneur, d'une importance capitale pour les samouraïs, et dont le concept est contraire à la honte. Enfin, le chugi est le sens du devoir, reflété dans la loyauté envers le daimyo, seigneur, et l'accomplissement des devoirs. Le Bushido s'est développé au fil des siècles, en particulier pendant la période Edo, qui s'étendit de 1603 à 1868. Dès le début, il fut fortement influencé par les enseignements du shintoïsme, du bouddhisme et du confucianisme. Entrant dans le XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires japonais furent endoctrinés avec l'idée que se rendre était une honte plus grande que la mort elle-même. Cette croyance les amena à considérer le sacrifice personnel comme l'option la plus digne, même dans des conditions extrêmes. Chacun d'eux était souvent prêt à sacrifier sa vie pour l'empereur et la patrie, ce qui se refléta fidèlement dans les combats, tels que les attaques kamikazes. Le terme kamikaze, qui se traduit par « vent de tempête divin », dans le contexte de ce conflit militaire international, fait référence aux attaques suicides de pilotes japonais qui chargeaient leurs avions d'explosifs et les écrasaient délibérément contre des navires ennemis. La première attaque kamikaze documentée eut lieu le 25 octobre 1944 lors de la bataille de Leyte. Un escadron de pilotes du Marineflieger Geschwader 201 attaqua le groupe de porte-avions d'escorte Taffy 3, coulant le navire CVE 63 Saint-Lô et endommageant d'autres. Les attaques atteignirent leur apogée lors de la bataille d'Okinawa au printemps de l'année suivante, lorsque plus de 2500 jeunes pilotes se lancèrent à la mort dans une tentative de stopper les forces américaines. Malgré les lourdes pertes et le sacrifice personnel immense, les succès des attaques kamikazes furent limités. Il est estimé que moins de 20% des attaquants atteignirent réellement leur cible. La marine américaine développa rapidement des contre-mesures pour minimiser la menace que représentaient ces attaques. En réalité, au-delà des motivations éthiques du Bushido, la plupart de ces jeunes étaient sous une pression énorme pour se porter volontaires pour ces missions, renforcée par une combinaison d'éducation et de pression de groupe. Cette attitude conduisit à une lutte implacable et fut en partie responsable de nombreux crimes de guerre, y compris le massacre de Nankin. Cet événement se produisit entre le 13 décembre 1937 et le 10 janvier de l'année suivante, après que les troupes japonaises eurent capturé la ville de Nankin, alors capitale de la République de Chine. Dans les semaines suivant la reddition des nationalistes chinois, les recrues envahissantes déchaînèrent un niveau de violence inimaginable, considéré comme l'un des pires crimes de guerre de l'histoire. On estime qu'entre 200 000 et 300 000 personnes furent tuées, tandis que des dizaines de milliers de femmes furent victimes de violences sexuelles. L'armée japonaise, sous le commandement du général Matsui Iwan, commet un massacre systématique de civils et de militaires capturés. Les soldats fouillaient les maisons à la recherche d'hommes qu'ils croyaient armés et les exécutaient sans jugement préalable. Les femmes et les enfants ne furent pas épargnés. Selon des rapports, entre 20 000 et 80 000 femmes furent violées et certaines d'entre elles furent ensuite tuées. Ils incendièrent des villages, pillèrent des magasins et mirent le feu à la ville. Au-delà de ce que l'on peut imaginer des faits, le massacre fut profondément influencé par le Bushido, le code d'honneur traditionnel japonais qui met l'accent sur la loyauté, le courage et le sacrifice de soi. À cette époque, le Bushido était souvent interprété comme une justification pour la violence extrême contre l'ennemi. De nombreux soldats de l'archipel se considéraient comme des guerriers au service de l'Empire et croyaient que leurs actions étaient conformes à un code d'honneur militaire supérieur. Cette idéologie les amena à considérer les civils ennemis comme des êtres inférieurs et à justifier leurs actions comme faisant partie d'une guerre sainte contre l'ennemi. Des observateurs étrangers à Nankin, y compris le commerçant allemand John Rabe, tentèrent désespérément de créer une zone sûre pour les civils. Ce dernier et d'autres fondèrent la zone de sécurité de Nankin pour sauver des vies. Malgré leurs efforts, ils ne purent arrêter la vague de violence. De nombreux réfugiés furent enlevés de la zone protégée et traités agressivement. Après la fin du conflit, en 1945, le Japon dut relever le défi de se redéfinir et de repenser son identité.
Le code Bushido ne fit pas exception. Il ne fut plus seulement vu comme une philosophie militaire, mais comme un fondement moral pour tout le peuple nippon. Il ne justifiait plus le sacrifice de soi et la loyauté aveugle en temps de guerre. Il devint plutôt un symbole d'honneur, de loyauté et de discipline, et trouva son chemin dans diverses sphères de la société, y compris l'éducation, le commerce et les affaires. Ces idéaux aidèrent le peuple japonais à se mobiliser et à surmonter les défis économiques des décennies à venir. La mentalité du Bushido favorisa une forte éthique de travail et un esprit communautaire, ce qui contribua à une rapide reprise économique. En revanche, dans le contexte militaire, l'ancienne mentalité guerrière fut remplacée par de nouveaux concepts militaires basés sur la défense et la coopération avec d'autres États-nations. Cependant, l'héritage du Bushido demeura ancré dans la mémoire collective des Japonais. Plutôt que d'être perçu comme un code strictement guerrier, il est de plus en plus interprété comme un patrimoine culturel immatériel, promouvant des valeurs telles que le respect, la courtoisie et l'intégrité. Ceux qui ont refusé de se rendre, la longue lutte des soldats japonais. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces alliées s'approchaient de la victoire, de nombreux soldats japonais restaient sur des îles reculées du Pacifique. Certains, par ignorance de la capitulation de leur pays, et d'autres, par crainte d'être punis comme des déserteurs, continuèrent à se battre pendant des années après la reddition de leur pays. Ces personnes, connues sous le nom de holdouts, résistants, symbolisent un mélange de loyauté, d'isolement et une profonde incompréhension de la fin du conflit. Parmi eux, les histoires de Hiroo Onoda, Shoichi Yokoi, Yoshio Yamakawa et Tsuzuki Nakauchi se distinguent particulièrement. Le premier mentionné, Hiroo Onoda, naquit en mars 1922 à Kainan. Onoda travailla d'abord dans une entreprise commerciale avant d'être recruté dans l'armée 3 ans avant la fin du conflit. Après avoir été formé à la guerre de guérilla, il fut envoyé sur l'île stratégique philippine de Lubang en décembre 1944 pour y mener cette même tactique armée contre les troupes américaines. Lorsque les forces américaines capturèrent Lubang en février de l'année suivante, Onoda fut l'un des rares recrues à ne pas se rendre. Au lieu de cela, il se réfugia dans la jungle avec 3 compagnons et poursuivit sa mission, convaincu que la guerre mondiale n'était pas encore terminée. Malgré la fin officielle des hostilités à la mi-août, Onoda croyait que l'information sur la capitulation du Japon était un mensonge américain. Les tracts et les annonces par haut-parleurs envoyés par des membres de sa famille, qui tentaient de le convaincre de se rendre, furent rejetés par lui comme de la propagande ennemie. Onoda menait une guerre de guérilla isolée dans la jungle pendant près de 30 ans. Pendant cette période, il vécut dans des conditions extrêmes et dut se nourrir de la nature. Il réalisa de nombreuses attaques contre des villages locaux, ce qui provoqua la perte d'environ 30 vies civiles. Il justifia ses actes comme un devoir envers l'empereur et le Japon. Pour lui, c'était une question d'honneur et de loyauté. Les années passèrent et ses compagnons tombèrent un à un. L'un mourut lors d'une fusillade avec les troupes philippines, tandis qu'un autre se rendit finalement. Cependant, Onoda resta ferme et continua de croire en sa mission. Ce n'est qu'en 1974 qu'un étudiant japonais nommé Norio Suzuki trouva Onoda dans sa cachette. Suzuki s'était donné pour mission de le retrouver et de lui prouver que la cause qu'il défendait était désormais terminée. Après que Suzuki ait informé les autorités, l'ex-commandant d'Onoda fut localisé et envoyé à Lubang. Le commandant lui annonça finalement que sa lutte était perdue et le releva de ses fonctions. Le 9 mars, Onoda se rendit enfin et déposa les armes. Il portait toujours son uniforme et sa katana et avait avec lui environ 500 cartouches de munitions. Son retour au Japon fut célébré comme un acte héroïque et il devint un symbole de loyauté et d'esprit de combat inébranlable. Après son retour, Onoda vécut au Brésil où il se consacra à l'élevage de bétail avant de mourir à Tokyo le 16 janvier 2014. Le deuxième exemple notable est celui de Shoichi Yokoi. En 1941, il fut recruté dans l'armée impériale japonaise et servit comme sergent dans le 38e régiment d'infanterie de la 29e division mandchoue. 2 ans plus tard, Yokoi fut envoyé à Guam où il participa à la lutte contre les troupes américaines. L'été 1944 et la détermination des holdouts japonais. En été 1944,
les forces américaines commencèrent à reprendre Guam. Les soldats japonais se retrouvaient dans une situation désespérée, et beaucoup d'entre eux se rendirent ou perdirent la vie. Cependant, Shoichi Yokoi et quelques-uns de ses compagnons se réfugièrent dans la jungle, déterminés à ne pas se rendre. Ils vécurent dans la forêt pendant plusieurs mois, tentant de survivre avec ce que la nature leur offrait. Lorsque les autres membres de son unité moururent ou se rendirent, Yokoi se retrouva complètement seul. Il s'installa dans une grotte qu'il avait creusée de ses propres mains et se nourrissait de noix, escargots et petits animaux comme des grenouilles et des rats. 7 ans après la fin du conflit, Yokoi trouva un prospectus annonçant la fin des hostilités. Mais même cette nouvelle ne réussit pas à le convaincre de revenir. Il considéra cela comme un mensonge américain et continua de croire en son devoir envers l'Empire. Les années passèrent et il vécut isolé, luttant contre la solitude et les défis de la survie en pleine jungle. Ce n'est que le 24 janvier 1972 que Yokoi fut découvert par 2 pêcheurs à la recherche de crabes d'eau douce. Pris de panique, il tenta de les attaquer, mais fut rapidement maîtrisé. Sa découverte fit un énorme scandale médiatique au Japon. Plus de 70 millions de personnes suivirent en direct son retour à la télévision. À son arrivée à Tokyo, il exprima publiquement sa honte d'avoir survécu. « Cela me fait très honte de revenir en vie. » Après son retour, il passa un certain temps à l'hôpital pour se remettre, puis se maria. Il donna des cours sur les techniques de survie et écrivit des guides sur l'alimentation saine. Shoichi Yokoi mourut d'un attentat cardiaque le 22 septembre 1997. En plus de ces cas individuels, d'autres officiers japonais furent retrouvés dans des conditions d'isolement extrême. Yoshio Yamakawa et Tsuzuki Nakauchi restèrent cachés dans les forêts du sud des Philippines pendant plusieurs décennies. Lorsqu'ils furent découverts plus récemment, ils expliquèrent que leur peur d'être punis comme déserteurs avait été le principal motif pour lequel ils avaient continué à vivre dans ces conditions extrêmes. Souffrance et résilience, la vie des prisonniers japonais. Estimer l'ampleur exacte des expériences des militaires japonais après la capitulation est compliqué, mais il est connu qu'environ 2 millions de Japonais, militaires et civils, sont tombés entre les mains des Soviétiques pendant tout le conflit. Les conditions vécues dans les camps de prisonniers variaient considérablement en fonction des puissances qui les capturaient, mais, sans aucun doute, les expériences les plus cruelles étaient celles de ceux qui sont tombés sous la garde de l'Union soviétique. Après la capitulation de l'archipel en août, on estime qu'entre 500 000 et 600 000 soldats japonais ont été capturés par l'armée rouge. Ces captifs ont été internés non seulement dans l'immense territoire eurasien, mais aussi dans des zones plus éloignées comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Mongolie. Le transport qu'ils ont subi était déjà une entreprise cruelle. Ils ont été transportés dans des wagons de fret bondés, entassés sur plusieurs niveaux et souvent sans nourriture ni eau adéquate. Le manque de nourriture, les conditions de voyage difficiles et les maladies généraient un taux de mortalité alarmant. Les aliments les plus courants comprenaient du pain, des pommes de terre et, occasionnellement, des légumes. Mais la variété de la nourriture était très limitée. Ils devaient souvent se contenter de ce qu'ils recevaient dans leur camp et souffraient de malnutrition. Par conséquent, plusieurs sont morts en chemin vers les camps. Pendant ce voyage, les autorités soviétiques donnaient régulièrement aux prisonniers l'espoir qu'ils rentreraient bientôt chez eux, mais cela s'est avéré trompeur. L'arrivée dans les camps soviétiques n'améliorait pas les circonstances. À leur arrivée, ils étaient soumis à des interrogatoires rigoureux, et leurs affaires, y compris les armes et objets personnels, étaient confisquées sans exception. Dans les camps, les soldats japonais étaient forcés de réaliser des travaux pénibles dans des conditions extrêmes. Leur travail comprenait des activités dans des mines de charbon, d'argent et de plomb, ainsi que dans des fermes. Les heures de travail étaient longues et dures, souvent en 3 équipes de 8 heures par jour. Le régime alimentaire était insuffisant, et ceux qui ne pouvaient pas bien travailler en raison de la maladie ou de la faiblesse étaient punis par une réduction encore plus grande de leur ration. Les conditions de vie dans les camps étaient catastrophiques. Beaucoup souffraient de maladies comme la tuberculose et d'autres infections. La malnutrition chronique faisait également son œuvre. Le taux de mortalité était élevé. On estime qu'environ 63 000 d'entre eux sont morts pendant leur détention. Les températures basses, en particulier en Sibérie, et l'exposition constante aux intempéries compliquaient encore la survie.
Bien que certains camps aient des poêles à charbon, le chauffage était souvent insuffisant et les détenus devaient improviser pour se tenir au chaud. Les médecins dans ces camps étaient rares et les quelques-uns qui existaient traitaient rarement les maladies de manière efficace. Les prisonniers étaient classés en fonction de leur santé et de leur capacité à travailler. Ceux considérés comme suffisamment forts pour effectuer des travaux pénibles recevaient une alimentation légèrement plus complète, tandis que les malades ou faibles recevaient moins de nourriture et de soins médicaux. Malgré ces circonstances adverses, certains prisonniers trouvaient des moyens de passer leur temps. Avec l'introduction d'un système salarial, ils pouvaient gagner des roubles pour leur travail et acheter de petites commodités sur le marché. Pour aggraver ce panorama complexe, le retour de ce groupe fut difficile. Bien que la plupart aient été libérés 4 ans après la fin de la guerre, beaucoup sont restés sous la garde soviétique jusqu'en 1956. L'absence de registre précis a fait que de nombreuses familles ont vécu pendant des années dans l'incertitude quant au sort de leurs proches. D'autre part, ceux qui ont été capturés par les forces alliées, en particulier par les États-Unis, ont connu des conditions un peu plus favorables, bien qu'elles restaient difficiles. Après l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée subséquente de la superpuissance américaine dans les affaires internationales, un nombre important de soldats nippons ont été faits prisonniers, notamment dans le Pacifique. Ils étaient souvent logés dans différents camps, y compris ceux du Texas, du Wisconsin et de Californie. Un camp très connu fut Fort Sill en Oklahoma, où des militaires japonais ont été retenus. Les camps étaient pour la plupart organisés militairement et offraient des services de base comme des activités sportives et récréatives. Ces mesures ont contribué à maintenir leur morale élevée. Néanmoins, le traitement qu'ils recevaient variait en fonction du camp et des autorités en charge. Ce n'était pas, pour ainsi dire, homogène dans tout le pays. Cela dit, en général, les camps alliés respectaient les normes établies par la Convention de Genève. En termes simples, cela signifiait qu'ils avaient droit à une nutrition adéquate, à des soins médicaux et à la possibilité de communiquer avec leur famille. La nourriture était souvent meilleure que celle qu'ils avaient reçue auparavant lorsqu'ils travaillaient pour l'armée japonaise. Ils recevaient des rations comprenant des conserves, des biscuits et d'autres aliments typiques des forces armées américaines. Un aspect notable du traitement qu'ils ont reçu était la possibilité de confraternisation, c'est-à-dire d'interagir avec des officiers et des civils américains. Dans des cas très particuliers, des relations amicales se sont développées entre les capturés et leurs gardiens. Contrairement à ces affirmations, comme dans presque tout le processus, il y eut des problèmes. Certains camps étaient surpeuplés, ce qui générait des conditions sanitaires inadéquates. Malgré cela, plusieurs d'entre eux ont souffert de maladies en raison de la pénurie de ressources dans les derniers mois du conflit. Parfois, des tensions surgissaient entre les prisonniers et les gardiens, ce qui donnait parfois lieu à des affrontements violents. Certains détenus ont été forcés de travailler sur divers projets, mais contrairement aux soviétiques, les conditions de travail étaient moins extrêmes. Après la capitulation nationale, de nombreux Japonais capturés sont rentrés chez eux. Cependant, le retour n'a pas toujours été facile. Presque tous avaient été séparés de leur famille pendant des années et ont dû s'adapter à une nouvelle vie. Il est difficile de nommer les prisonniers célèbres de ce pays asiatique car peu d'entre eux ne sont pas disparus dans l'anonymat ou n'ont pas été correctement documentés à l'époque. Cependant, on sait que certains sont devenus célèbres en tant qu'artistes ou écrivains qui ont intégré leurs expériences dans leurs œuvres. L'un des plus célèbres fut Sakamaki Kazuo, un officier de la marine de l'armée impériale japonaise. Il est devenu célèbre pour être le premier japonais capturé par les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire a commencé avec l'attaque de Pearl Harbor, alors qu'il participait à une mission risquée en tant que commandant d'un mini-sous-marin. On supposait que Sakamaki et son coéquipier, le sergent Inagaki Kiyoshi, pénétreraient dans le port avec leur sous-marin et causeraient des destructions. Mais le destin en avait décidé autrement. À cause d'une boussole défectueuse, le sous-marin s'est échoué sur un récif de corail et a été découvert par la marine américaine. Pour éviter que son sous-marin ne tombe entre les mains de l'ennemi, il tenta d'activer des charges explosives. Cependant, celles-ci ne s'enflammèrent pas, et alors qu'il abandonnait le sous-marin, Inagaki se noya. Sakamaki fut traîné jusqu'à la rive, inconscient, et capturé par les troupes américaines. Ces événements l'ont fait entrer dans l'histoire en tant que prisonnier de guerre numéro 1.
Au cours des premiers jours de sa captivité, il était plein de désespoir et implorait qu'on lui permette de mettre fin à ses jours. Cette demande fut rejetée et il passa le reste des hostilités dans plusieurs camps sur le continent américain. Pendant ce temps, il a expérimenté les difficiles conditions de vie d'un prisonnier de guerre, mais a trouvé un moyen d'accepter sa situation. Un moine bouddhiste l'a aidé à retrouver la paix intérieure. Sakamaki a commencé à apprendre l'anglais et a ensuite travaillé comme interprète pour ses camarades de captivité. 1 an après la fin du conflit, il est rentré au Japon. Le retour a été marqué par des sentiments partagés. Beaucoup de gens l'ont vu comme un traître parce qu'il avait été capturé. Il a reçu des messages de haine et on lui a demandé de se suicider pour effacer la honte. Néanmoins, Sakamaki a décidé de commencer une nouvelle vie. Il s'est marié, a fondé une famille et a rejoint la Toyota Motor Corporation, où il a pu utiliser ses connaissances de l'anglais. Sa carrière a été impressionnante. Il a rapidement grimpé les échelons et est devenu président de la filiale brésilienne de Toyota à la fin des années 60. Dans ce rôle, il a contribué à l'expansion de l'entreprise et a aidé à renforcer la présence internationale de Toyota. Après être revenu au Japon en 1983, il a continué à travailler pour Toyota jusqu'à sa retraite, 4 ans plus tard. Un moment mémorable de sa vie a eu lieu en 1991, lorsqu'il assista à une conférence historique au Musée national de la guerre du Pacifique au Texas. Là, il a vu pour la première fois en 5 décennies son sous-marin, qui servait désormais d'exposition. Cette retrouvaille l'a profondément ému. Sakamaki Kazuo est décédé le 29 novembre 1999 à l'âge de 81 ans dans la ville de Toyota.